Imaginez, vous êtes tranquillement en vacances chez un membre de votre famille en totale détente. Vous pensez aux prochaines semaines de quiétude que vous allez vivre pour échapper au rythme éreintant de votre quotidien, mais il n'en sera rien. Car avant même que vous vous en rendiez compte, avant même que vous ayez le temps de fuir, vous êtes pris au piège de cette maison. Et vous réalisez enfin que cette expérience vous changera à tout jamais. Cette histoire, comme toutes les autres de cet épisode, ont réellement été vécues par des abonnés de cette chaîne. Écoutez attentivement parce que la prochaine fois, ça pourrait être vous. Ok, on est parti pour cette première histoire de notre thread d'horreur abonné. Et cette première histoire concerne Emma qui nous raconte son histoire sur Instagram. Lorsqu'elle nous raconte son histoire, elle a 16 ans, mais les faits qu'elle nous partage ce soir viennent de souvenirs alors qu'elle n'en avait que 9. À ce moment-là de sa vie, elle habite dans une petite ville où, en bas de chez elle, se trouve une sorte de cour où les enfants de son âge se rassemblent pour jouer. La moyenne d'âge n'est donc pas très grande, même s'il y a parfois certains grands frères ou grandes sœurs qui sont tous un petit peu plus âgés. Mais un jour, un homme d'environ 50 ans vient perturber l'ambiance de cette cour. Tout doucement, Emma remarque qu'il se rapproche avec des accessoires dans les mains. Très vite, vu sa carrure, son allure, son attitude et son style vestimentaire, Emma, de son jeune âge, comprend que c'est un magicien. Les magiciens, en soi, c'est toujours très marrant, surtout quand on est jeune. Donc Emma est super contente de le voir. Mais apparemment, c'est bien la seule, parce que les plus vieux des jeunes, c'est-à-dire les grands frères et les grandes sœurs âgées de 15 ans maximum, se mettent à lancer des cailloux et de la terre sur l'homme. Emma ne comprend vraiment pas pourquoi, et du haut de ses 9 ans, trouve ça vraiment cruel pour le vieil homme qui n'a absolument rien demandé en soi. Le truc, c'est que cette histoire va recommencer et recommencer, à un tel point que cet homme est maintenant familier pour Emma, qui a l'habitude de le voir arriver, essayer de faire des tours de magie aux enfants, puis repartir, soit de lui-même, soit par la pression des ados un petit peu plus âgés. Et à force de voir les plus grands de son quartier être hostiles envers lui, elle se dit qu'au final, il doit bien y avoir une raison. Mais bref, parlons un petit peu de Emma. Il faut savoir qu'elle habite avec ses parents dans un appartement se situant tout près de son école. Tous les matins, sa mère l'emmène à l'école, mais pour la pause de midi, elle rentre et repart à l'école toute seule parce que sa mère travaille. Heureusement, elle n'est pas seule, car elle est accompagnée de son meilleur ami qui est également son voisin. Tous les jours à 13h50, ils se rejoignent pour se rendre à l'école qui se trouve à environ 6 ou 7 minutes de marche à pied de chez elle. Mais un jour, alors que tout se passe normalement et qu'ils sont à peu près à 150 mètres de sa maison, Emma sent l'étrange présence du magicien derrière eux. Et malheureusement, ses doutes se confirment lorsqu'elle se retourne et qu'elle voit l'homme juste derrière elle. Emma, complètement paniquée, ne veut pas alarmer son amie et donc elle a une idée. Elle suggère de faire une course jusqu'à l'école pour semer l'homme sans la faire paniquer. Son ami, qui trouve ça complètement banal, accepte et pendant qu'elles sont en train de courir, Emma se retourne et voit que l'homme les poursuit avec un grand sourire aux lèvres. Comprenant que la situation dégénère et qu'elles sont cette fois indéniablement en danger, Emma attrape le bras de son ami et la dirige vers le marché qui heureusement se trouve juste à côté. Et elle a un réflexe qui est très intelligent à ce moment-là. Elle va en fait dans l'endroit où il y a le plus de monde pour demander de l'aide à quelqu'un. La stratégie marche parfaitement. L'homme ne les suit plus, mais Emma est tout sauf rassurée. Tout ce qu'elle souhaite, c'est parler à un adulte et que cet adulte l'aide. Elle regarde donc autour d'elle et choisit un adulte un peu au hasard. Elle lui explique la situation et heureusement, l'homme est très cool parce qu'il décide de les accompagner à l'école. Une fois à l'école, elle s'effondre en larmes en réalisant ce qu'elle vient de vivre. Elle raconte immédiatement l'incident au directeur de l'école qui appelle la police. La police recueille sa description et lui demande de parler à d'autres enfants de son quartier pour obtenir des informations supplémentaires sur cet homme énigmatique. Cela se passe donc il y a 7 ans et Emma survit à cette expérience terrifiante grâce à son instinct de survie. Mais nous allons maintenant faire un petit bond dans le temps et revenir dans le présent, soit 7 ans plus tard. Il y a tout juste un an, alors que Emma est complètement passée à autre chose, elle repense à cette histoire. Cela faisait quand même longtemps qu'elle n'y avait pas pensé et donc elle décide d'en parler avec sa mère alors qu'elles sont en train de manger. Oh maman, tu te souviens de ce mec là qui m'avait couru après quand j'étais toute petite? Ce que sa mère va répondre va lui faire froid dans le dos. Un petit peu de contexte maintenant du point de vue de sa mère. À l'époque, en apprenant cette histoire, sa mère est retournée voir la police pour savoir où ils en étaient dans cette affaire. Mais les autorités répondent qu'elles ne peuvent rien faire, car aucune loi n'interdit à un individu de courir après un enfant. On est d'accord avec vous, c'est plus que effroyable comme réponse et c'est juste horrible. Mais heureusement, ça n'arrête pas les parents car le père de Emma a un ami policier qui, par la plus grande des coïncidences, a travaillé sur cette affaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît bien le magicien. Il s'agit en fait d'un homme qui est déjà allé en prison pour des faits plus que troublants. En fait, un petit peu plus tôt, il a été condamné pour abus sur mineurs, pour possession de vidéos mettant en scène des enfants, bref, vous comprenez ce que je veux dire.
Emma est clairement dégoûtée par cette histoire. Elle ne peut pas s'empêcher de repenser à toutes les fois où elle l'a vu s'approcher d'innombrables enfants dans son quartier en se faisant passer pour ce fameux magicien sordide. Cette histoire la marque encore toutes les nuits alors qu'elle essaye de s'endormir. Clairement, elle en a fait des cauchemars pendant très longtemps. Et même si au final ses souvenirs s'estompent peu à peu, elle ne peut pas s'empêcher de repenser à ce fameux individu qui se faisait passer pour un magicien mais qui avait des intentions bien plus malveillantes. Bon, j'espère que vous êtes bien chaud et bien posé pour la deuxième histoire qui, on vous prévient, est assez troublante. Et cette troisième histoire nous a été racontée par Lara sur Instagram. Aujourd'hui, elle a 30 ans, mais à l'époque et quand l'histoire se passe, elle est âgée de 15 ans. La première chose qu'elle commence par nous dire, c'est qu'elle est vraiment très indépendante. Et justement, l'ayant remarqué, sa sœur va donc lui demander de garder son fils de 6 ans pendant le mois de juillet 2008. Sa sœur et son conjoint travaillant en journée et s'installent donc pour un mois dans leur charmante maison située en périphérie d'un petit village où seulement une centaine d'habitants résident. Et on embarque tout de suite dans la première semaine. Au début, Lara se sent relativement bien dans cette maison, elle est contente d'être auprès de sa sœur, surtout qu'ils n'habitent pas à côté du reste de la famille. Mais très vite, quelque chose commence à la perturber et en fait, elle ne se sent pas du tout seule. Des jouets se mettent à s'activer de manière complètement autonome. Au début, elle commence à relativiser, se dit que c'est certainement un faux contact, mais très vite, elle voit que ça ne se limite pas à un simple jouet, mais deux jouets différents qui s'activent à l'exact même moment. Et ça arrive tous les matins vers 10 h, sauf en présence de sa sœur. Bon, au début, et comme tout le monde, elle a du mal à expliquer ces phénomènes étranges et ressent constamment une présence indéfinissable qui la glace d'effroi, mais elle essaye de rester rationnelle. Et après avoir rassemblé son courage, elle décide d'en parler à sa sœur, mais cette dernière la rassure en attribuant ces événements tout simplement à l'imagination causée par la solitude parce qu'elle était quand même toute seule en semaine. Et tout cela l'amène justement à la deuxième semaine. Le vendredi après-midi de la deuxième semaine, alors que tout se passe bien, Lara est tranquillement en train de faire un peu de ménage. Mais c'est là que les choses bizarres recommencent parce qu'alors qu'elle se croit totalement seule avec son neveu, elle aperçoit une ombre provoquant un grand frisson d'angoisse et elle le sent, ça parcourt tout son corps. Mais bon, malgré cette expérience, elle n'a pas envie de trop en faire ni d'inquiéter sa famille, du coup elle ne va rien dire à sa sœur. Et alors que pour beaucoup d'histoires tout pourrait s'arrêter là, ce n'est pas du tout le cas dans ce récit. Parce que quelques instants plus tard, elle est soudainement prise d'une fatigue extrême et de fortes nausées. Et ça à un tel point que Lara a même besoin de l'aide de sa sœur pour pouvoir se coucher. Mais là, un autre fait très troublant se produit parce qu'en l'espace de quelques minutes à peine, elle reprend brusquement des forces comme si rien ne s'était passé et clairement c'est trop bizarre parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Bref, la nuit tombe enfin et après avoir passé une journée tout de même assez intense, elle décide de se coucher tôt dans la chambre qu'elle partage avec son neveu. Mais alors qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer, en plein milieu de la nuit, Lara est réveillée par le bruit de Lego qui semble être manipulé. Et d'un coup, limite par habitude, elle est complètement contrariée et se retourne vers son neveu pour l'engueuler, mais lorsqu'elle le fait, elle voit tout simplement son neveu dormir paisiblement. Bon, on est d'accord avec vous, c'est complètement creepy, Lara ne comprend pas ce qui se passe dans cette maison, mais la fatigue est beaucoup trop grande et elle arrive enfin à se rendormir. Malheureusement, son sommeil ne sera pas de tout repos parce que directement arrivée au petit matin, elle est en proie à des secousses inexplicables comme si quelqu'un tentait de la réveiller. En ouvrant les yeux, elle constate que la couverture est sur son visage, couvrant sa vision. Mais il y a une chose qu'elle sent tout particulièrement, c'est que la personne ou la chose qui essaie de la réveiller n'est pas du tout son neveu ni sa sœur. Et pour cause, elle est en train d'entendre son neveu ronfler dans son lit juste à côté. Il y a donc quelqu'un d'autre qui est en train de la toucher au même moment. Et c'est justement au même moment où elle en prend conscience que les secousses s'amplifient. Bon, à ce moment-là, Lara a le réflexe qu'on aurait tous eu à sa place. Elle essaie de crier pour rappeler sa sœur, pour essayer de prévenir quelqu'un que quelque chose de grave est en train de se passer. Mais évidemment, elle est complètement paralysée et est incapable de sortir le moindre son. Lara n'a plus aucun contrôle sur son corps, elle fond en larmes tandis que les secousses sont de plus en plus fortes et de plus en plus brutales. Mais finalement et heureusement, elles finissent par s'atténuer, la laissant complètement perplexe et complètement traumatisée. Et étant complètement lessivée par cette expérience, elle se rend compte que ça a complètement pompé son énergie et elle parvient encore une fois à se rendormir, mais cette fois-ci, elle bascule dans un rêve pour le moins étrange. Lara se voit parler à sa sœur évoquant des événements des semaines précédentes.
Et dans ce rêve étrange, elle lui raconte à quel point elle ne se sent jamais seule dans cette maison. Et c'est pile à ce moment, toujours dans son rêve, qu'une étrange femme apparaît et la rassure, lui demandant de ne pas avoir peur d'elle. Le rêve se trouble ensuite et des éléments lui viennent par flash, tout devient de plus en plus confus alors qu'elle voit juste un bébé nu dans le jardin de sa sœur, comme si ça se passait bien des années plus tôt. Et d'un coup, elle se réveille. Il est 7 h du matin, elle ouvre les yeux et regarde tout autour d'elle et découvre que la télévision est allumée même si tout le monde est en train de dormir. Complètement affolée et on la comprend par ce qu'il vient de se passer, Lara attend que sa sœur se réveille pour tout lui raconter. Et pour ça, elle devra attendre une trentaine de minutes. À ce moment-là, elle n'a qu'une seule envie en tête, c'est de se précipiter et demander à sa sœur de la ramener chez elle immédiatement, et c'est pile ce qu'elle va faire en étant complètement paniquée. Bien entendu, elle lui raconte tout ce qu'il s'est passé pendant la nuit, les secousses, le rêve, la télévision, et en entendant ça, sa sœur est complètement abasourdie. Elle lui révèle juste maintenant que la maison avait un passé sombre et pour cause, elle a été autrefois le domicile d'une femme décédée d'un cancer et qui a également perdu son bébé des années auparavant par une mort subite du nourrisson. Bien entendu, en écoutant ces phrases, comme vous derrière votre écran, Lara est complètement choquée et elle se dit que en fait c'est pas une coïncidence tous ces rêves qu'elle a faits, la vieille dame, le bébé qui était dans le jardin, tout commence à se mêler, mais en même temps elle commence à avoir des réponses à ces questions. Et petit fait assez rare qu'on nous raconte une histoire comme celle-ci, mais Lara a été tenue au courant de ce qu'il s'est passé par la suite. Sa sœur a fait de nombreux travaux dans la maison, ce qui aurait calmé l'activité paranormale qu'elle aurait vécue. Mais malheureusement, jusqu'à ses 13 ans, le neveu de Lara ne va pas arrêter de demander à sa mère si elle aussi voyait tous ces gens dans la maison. Il va même lui dire qu'ils sont là également dans la voiture lorsqu'elle est en train de conduire. Son neveu affirme aussi pouvoir sortir de son corps lorsqu'il est à l'école, il dit pouvoir jouer à l'autre bout de la cour de récréation sans vraiment y être. Sa mère, donc la sœur de Lara, a essayé de le rassurer en lui disant que ce n'était rien, même si au fond elle est persuadée qu'il se passe des choses dans cette maison. Et d'ailleurs, et c'est encore une fois plutôt rare dans les threads d'horreur qu'on nous raconte, elle a même tenté de purifier la maison en priant et en mettant du gros sel un petit peu partout. Et depuis, il n'y aurait aucune activité dans la maison, ni pour le neveu, ni pour Lara qui n'a plus rien ressenti. Et en dehors de toute cette histoire, Lara nous raconte qu'elle a développé un véritable don. Elle nous affirme pouvoir anticiper des événements avant qu'ils n'arrivent par exemple. Elle nous dit que ça arrive également fréquemment, qu'elle arrive à anticiper ce que ce copain pense avant même qu'il n'ait parlé. Elle arriverait également à ressentir et à connaître le passé de gens qu'elle n'aurait jamais croisés. Bref, vous l'aurez compris, cette histoire est complètement fascinante et nous montre également qu'il existe des témoignages paranormaux sur des entités qui ne sont pas forcément malveillantes. En tout cas, on a vraiment super hâte d'avoir vos retours en commentaire, mais en attendant, on est parti pour la troisième histoire. La troisième histoire nous est racontée par Sébastien sur Instagram. Lorsque l'histoire se passe, il a 15 ans et il se souvient très bien d'une journée terrifiante qu'il a vécue le 12 juillet 2023 pour être exact, alors qu'à ce moment-là, il est en vacances. Bon, pour donner un petit peu de contexte à toute cette histoire, il faut savoir que Sébastien habite dans un appartement avec ses parents et sa petite sœur de 8 ans à Antony. Mais lorsque le début de cette histoire commence, ses parents sont en vacances avec sa petite sœur, ce qui fait qu'il est donc tout seul chez lui. Mais avant toute chose, parlons quand même un petit peu de Sébastien. La toute première chose qu'il commence par nous dire, c'est qu'il se décrit comme étant un grand amateur de jeux vidéo, et en particulier des jeux d'horreur. Et donc, pendant ses vacances, vous l'imaginez bien, il passe l'essentiel de son temps dans sa chambre, qui d'ailleurs est dotée d'une grande fenêtre qui donne sur la rue. Et donc ça fait qu'entre deux games, Sébastien regarde souvent dehors pour se détendre un petit peu, mais depuis une semaine, il y a une personne étrange qui reste tous les soirs postée en bas de sa fenêtre. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, il regarde pile poil dans sa direction. On comprend très bien, c'est hyper angoissant pour Adrien qui ne comprend pas du tout la situation. Et ça va durer pendant toute la semaine où ses parents et sa sœur ne sont pas là. Il a à chaque fois l'impression que dès qu'il regarde dehors, il voit cet individu le fixer. Mais bref, les jours passent et une semaine plus tard, ses parents et sa sœur sont rentrés et clairement ça le rassure carrément. Ne voulant plus penser à l'individu bizarre qui n'arrête pas de le regarder pendant la nuit, Sébastien décide de sortir pour voir un de ses potes et donc se vider la tête. Il n'a qu'une seule consigne, ses parents ne veulent pas qu'il rentre trop tard. En gros, globalement, à 22h30, il doit être rentré. Sébastien se défoule, il joue sa meilleure partie et franchement, ça lui fait du bien. Mais bon, toute bonne chose a une fin et donc ça y est, la fameuse heure butoir arrive, Sébastien est donc contraint de rentrer. Son pote, lui, n'a pas de restrictions et donc décide de continuer à jouer. Sébastien rentre chez lui et malgré le fait qu'on soit en été, il fait déjà très sombre. Les rues sont complètement désertes, l'ambiance est pesante.
Et alors que Sébastien continue de marcher, il aperçoit un homme mystérieux tout près du grand lac à côté de chez lui. Cet homme, il a l'impression de l'avoir déjà vu, mais en même temps, il n'est pas sûr à 100%. Sauf que plus il le regarde, plus il a vraiment l'impression que c'est l'homme qui l'observe à travers sa fenêtre depuis tout ce temps. Son instinct de survie se met en alerte et il commence à surveiller constamment l'homme qui a l'air de le suivre. Et après quelques retournements de tête, soudainement, Sébastien n'a plus le visuel sur lui. Bon, malgré ça, il n'est plus du tout rassuré, mais à ce moment-là, il commence à adopter des techniques. Il prend son téléphone et se met à parler tout seul. Il parle super fort et montre à tout le monde qu'il peut à tout moment avertir son interlocuteur que quelque chose se passe. Mais malgré tout, ça ne le rassure pas du tout et donc il accélère le pas et commence à marcher de plus en plus vite. Il se dirige le plus rapidement possible vers la sortie du parc, mais là, à environ une trentaine de mètres de la sortie, un deuxième homme semble l'attendre à l'extérieur. Pris de panique et il nous l'avoue à ce moment-là complètement parano, Sébastien fait demi-tour pour chercher une autre issue située à environ 150 mètres. Finalement, il arrive enfin à rentrer chez lui en sécurité, mais son cœur bat encore la chamade. Quelques minutes passent et ça y est, la tension de Sébastien redescend enfin. Il est maintenant 23 h, tout le monde dort et Sébastien se dit qu'il peut enfin se détendre en jouant à des jeux vidéo, histoire d'oublier un petit peu son expérience qu'il vient de vivre qui est assez traumatisante. Mais alors qu'il essaye de se divertir, il ne peut pas chasser l'image qu'il a de l'homme dans sa tête. Pour la première fois de sa vie, il verrouille la porte de sa chambre, se sentant assez vulnérable et effrayé. La nuit est longue, vraiment très longue, et il ne parvient à s'endormir qu'au petit matin. Et le lendemain soir, il décide tout de même de ressortir, de retourner au parc pour faire du vélo, espérant que ça puisse le détendre. Il commence donc à se balader tranquillement dans l'obscurité, mais là il voit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. L'homme qui le regardait par la fenêtre, qui également était l'homme qui l'avait suivi la veille, est posté en plein milieu du parc, couteau à la main. En le voyant, Sébastien panique totalement, il laisse toutes ses affaires qu'il avait sur le cou sur une table, prend son vélo et part le plus vite possible. Heureusement, avec son vélo, il est assez rapide et donc il arrive plutôt rapidement à la cave de son immeuble pour y déposer son vélo. Mais lorsqu'il y arrive, Sébastien a l'impression de voir une silhouette sombre au fond de sa cave. Vous l'imaginez bien, il commence à se faire plein de scénarios dans sa tête, il commence à repenser à la deuxième personne qu'il avait vue dans le parc la veille, il se demande si parfois ce n'était pas lui qui l'attendait dans sa cave. Il n'arrive pas à savoir s'il est devenu totalement parano ou pas, mais dans le doute, il décide de poser son vélo à l'extérieur et de ne pas rentrer dans sa cave. Et après cette journée encore un petit peu compliquée, la nuit passe tranquillement et le lendemain, Sébastien, pour une raison qui ne nous précise pas vraiment, doit sortir de chez lui. Mais avec tous les événements étranges qui se sont déroulés jusque-là, vous imaginez bien qu'il veut vraiment faire au plus court et qu'il ne veut pas aller plus loin. Pendant toute son excursion dehors, il est hyper prudent et attentif à son environnement. Mais alors que jusque-là tout se passe bien, c'est lorsqu'il rentre chez lui que les choses se corsent. Alors qu'il est assez loin mais qu'il a quand même un visuel sur sa cave, il voit qu'il y a un homme qui sort de celle-ci, mais qui a une attitude vraiment bizarre. Cet homme sort de la cave et commence à se diriger vers l'escalier de l'immeuble avec un objet dans la main. De loin, il n'arrive pas très bien à voir ce que c'est, mais la première hypothèse qu'il a, c'est que c'est une seringue. Et alors que Sébastien plisse de plus en plus les yeux pour identifier la personne, il se rend compte que c'est encore et toujours le même stalker qui le suit depuis quelques jours. Ni une ni deux, Sébastien appelle la police et pour le coup ils sont hyper réactifs parce qu'ils arrivent en même pas 5 minutes. La patrouille de police arrive et en quelques instants appréhende l'homme et l'emmène. Pour Sébastien, le soulagement est vraiment immense. Ça y est, pour la première fois depuis quelques jours, il se sent enfin en sécurité et il peut enfin raconter toute cette histoire à quelqu'un. Il fait donc sa déposition auprès de la police et là c'est eux qui vont lui apprendre quelque chose qui l'effraie totalement. Pendant les quelques minutes d'attente avant que la police n'arrive, l'homme avait toqué à des portes au hasard et avait simulé être un livreur Amazon pour que ceux-ci leur ouvrent. Aujourd'hui encore, Adrien n'a aucune idée de ce que cet homme voulait, même s'il est intimement persuadé qu'il le cherchait lui et qu'il lui en voulait du mal personnellement. Et clairement, il se rend vraiment compte que ce jour-là, il a peut-être échappé de justesse à une situation potentiellement mortelle. Plus tard, alors que quelques jours sont passés, Sébastien apprend également que l'homme avait passé la nuit dans la cave, caché avec dans les poches une seringue remplie de drogue ainsi qu'un couteau. Apparemment, l'homme venait en fait à peine d'être libéré de prison pour bonne conduite, sa condamnation précédente ayant été pour violence, séquestration et kidnapping sur mineur. Bien entendu, et on peut le comprendre, Sébastien est encore traumatisé par cette histoire qui le hante tous les soirs, mais il termine son récit en nous précisant que depuis cette histoire, il suit toujours son instinct de survie. Bon, entre histoires terre à terre, histoires qui sont beaucoup plus paranormales, il y en a vraiment pour tous les goûts et on voit très bien qu'au sein même de notre communauté, énormément de choses vraiment très bizarres et très intrigantes vous sont arrivées. On a encore beaucoup d'histoires en stock que vous nous avez racontées, donc ne vous en faites pas, si elle n'était pas dans cette vidéo, elle sera peut-être dans la prochaine. Et en plus de ça, si vous avez des histoires en tête, n'hésitez pas à nous les raconter sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, notamment sur Instagram et sur Discord. C'est très pratique pour nous de pouvoir ensuite les relire et les raconter. En tout cas, un énorme merci
merci aux abonnés qui ont pris le temps de raconter ces histoires. Franchement, c'est toujours un super régal de vous lire. On espère que tout va mieux dans vos vies actuellement et on vous dit aussi officiellement que vous êtes des grands ouf. Yes. En tout cas, on espère que vous avez apprécié la nouvelle vibe qu'il y a dans nos vidéos, notamment sur l'introduction. Donc n'hésitez pas franchement à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On essaie des nouveaux trucs Yes. un peu plus cinématographiques, un peu plus travaillés. C'est des choses qu'on aime bien faire. Ça nous fait aussi également sortir de notre zone de confort. J'ai dit aussi également, je sais que c'est des synonymes, Pas grave. mais ce n'est pas grave. On est un petit peu fatigué. En tout cas, on attend vos retours. On attend que vous likez la vidéo. On attend que vous abonnez à tous les réseaux sociaux, que vous appuyez sur la cloche, que vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. C'était Joe et Kratos. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, Ciao. Ciao. Et c'est une fin de Fin tournage. de tournage. Hors plan coupe. Hop là. Oh. T'as fini, nous sort ça. Ouais, Je suis c'est une histoire. Nous avons affaire ici à un boomer. Ok, man. Ok. Quel est le programme de la soirée? Raconter un thread d'horreur abonné. Et après ça, on va se faire un petit exorcisme de dévotion. Parce que si vous avez...